Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors on va parler de plusieurs sujets, de glucides, de jeûne, de myéline, de course à pied et de perte de poids. Le titre du podcast s'appelle Low Carb sans privation, le hack métabolique qui bat le jeûne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va en parler en fait, tout simplement. Donc c'est un titre un peu provoque parce que j'aime bien attaquer les choses qui sont ultra populaires aujourd'hui, et le jeûne intermittent en fait partie, et le jeûne intermittent est surtout quelque chose qui peut être vraiment très bien s'il est utilisé intelligemment, et on en parlera d'ailleurs à la fin de la semaine pour ceux qui sont abonnés au site. Grosse mise à jour sur le jeûne intermittent, les dernières découvertes, etc. Et d'ailleurs même en prise de masse. Donc vous allez avoir des informations là-dessus pratiques, quoi. Donc on va en parler. Si ça vous intéresse, j'ai sorti ce week-end un sujet basé sur une réflexion et une question d'un des abonnés qui s'appelle, le titre du sujet, c'est « Voici comment perdre le gras du ventre qui vient du stress ». Donc pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes subissent beaucoup de stress dans leur quotidien, mode de vie. Alors c'est pas que boulot, hein. Il y en a qui pensent que c'est que le travail, mais c'est faux, hein. Ça peut venir également du mode de vie, de la famille, de l'arrivée ou du départ d'un enfant. Ça peut être tout un tas de choses qui peut engendrer beaucoup de stress. Et donc les personnes se rendent compte qu'elles ont malgré tout des difficultés, donc malgré tout, malgré le sport, la diète etc., ils ont du mal à perdre le gras au niveau du bide. Et c'est vrai que le stress, c'est vraiment, quand on pense gras du ventre, on pense très souvent au stress. Alors évidemment, vous allez me dire, mais ça fait pas tout, mais ça peut faire beaucoup quand on fait attention partout, en fait. Donc voilà. Donc allez voir le sujet, ça s'appelle « Voici comment perdre le gras du ventre qui vient du stress ». Donc j'ai essayé de refléter au mieux la réflexion qu'avait l'abonné. Et j'ai fait une enquête, vous allez avoir des tas de choses sur le sujet, hein. On va parler du stress, de l'anxiété, de la prise de graisse abdominale chez l'homme moderne, des mécanismes hormonaux, du mode de vie et de la situation personnelle, de la santé mentale, perspectives et les avis des experts en épigénétique, etc., l'approche corps-esprit, toutes les conclusions, la boîte à outils, et puis comme d'habitude, vous avez le petit livret en PDF pour aller avec l'enquête en vidéo. Alors là, c'est pas de la vidéo, c'est de l'audio. Et parce que je sais que vous aimez bien de temps en temps que je vous fasse un petit audio, un peu comme un podcast. Donc là, c'est vraiment comme un podcast, sauf que c'est réservé aux VIP, quoi. Et voilà, quoi. Donc si vous avez envie, allez voir. Je vous ai mis également le MP3 à télécharger. Donc si vous devenez VIP, celui-là, vous pouvez le garder à vie puisque il est téléchargeable directement. Voilà, donc vous avez ça, le livret et toutes les notes, etc., pour en savoir plus sur ce fameux gras du bide qui vient du stress et comment
se protéger de ça, en tout cas de limiter son impact. Premier sujet du podcast, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que ça a bien marché, donc je le prolonge un petit peu. Je sais que il y en a beaucoup en ce moment qui se préparent pour l'été, les maillots de bain et tout. Vous avez le droit, hein, il y en a beaucoup qui disent: «C'est pas bien de vouloir être bien juste pour l'été, les maillots de bain». Bah si, en fait, on a le droit de vouloir se mettre en forme et être bien dans ses bases que pour l'été. Et moi, j'ai aucun problème avec ça, enfin être à l'aise dans son corps, à une période de l'année, enfin chacun fait ce qu'il veut. Et donc je prolonge le code promo, maillot de bain en majuscule tout attaché. Ça vous donne 20 de réduction sur mes programmes, hein, donc allez voir. Je vous ai mis encore une fois le lien dans les notes du podcast. Et ça marche aussi si vous voulez mon avis sur votre programme, hein, vous allez voir. Allez voir le lien et vous verrez tout ça, quoi. Moins de nourriture égale plus de blessures. Donc il y a une nouvelle étude australienne qui révèle un lien direct entre l'alimentation insuffisante, donc le fait de pas manger assez, et un risque augmenté de blessures chez les coureurs, notamment chez les femmes. Donc ça a été mené sur près de 6000 coureurs de fond. Cette revue systématique montre que les femmes blessées consommaient en moyenne 450 calories et 20 grammes de lipides en moins par jour que celles sans blessure. Donc sur ces 450 calories, il y en a, ça fait combien? Ça fait 180 qui sont, ouais, c'est ça, 180 qui viendraient des lipides. Donc elles mangent pas assez de graisse, mais il reste quand même pas mal de calories pour arriver à 450 quand on est à 180. Hem, les hommes et femmes blessés consommaient également 3 grammes de fibres en moins quotidiennement. L'apport énergétique et lipidique est désormais identifié comme un facteur clé de prévention des blessures, surtout chez les sportives. À l'inverse, les quantités de protéines, glucides, alcool et calcium n'ont pas montré d'impact significatif. Donc ce qui n'est pas très clair, c'est que quand ils disent ils mangent en moyenne 450 calories de moins et 20 grammes de lipides en moins par jour, que les personnes qui n'ont pas de blessure, on voit, comme je vous ai dit, si vous faites le calcul, ça fait 180 calories du coup de lipides en moins, donc qu'il faudrait ajouter dans leur quotidien. Non, pas 180 grammes, hein, 180 calories de lipides, pardon. Ça, ce qui fait 20 grammes de lipides en plus. Mais le reste, c'est quoi? Des protéines et des glucides, hein. Donc il faut aussi augmenter le reste, hein. C'est pas que les lipides qu'il faut augmenter. Donc je continue, hein. Près d'un coureur sur 2 subit une blessure liée à la course. Pour les chercheurs de l'université d'Australie méridionale, ce chiffre peut baisser si les coureurs apprennent à mieux écouter les besoins de leur corps. Alors ça, moi, ça me fait toujours rire. L'objectif, éviter les fractures de stress, la perte de masse musculaire ou la fatigue chronique, toutes liées à une alimentation trop faible. Alors, je vous le dis tout de suite, la perte de masse musculaire, c'est ni avec des graisses ni avec des glucides qu'on maintient la masse maigre, enfin la masse musculaire, le le muscle squelettique comme on dit aussi, ça c'est avec des protéines, hein, protéines et de l'entraînement. C'est pas, enfin voilà, c'est pas le sucre, c'est pas le gras qui maintient le muscle, hein. Même si indirectement, il y a des process hormonaux qui mettent dans une bonne condition, c'est si vous avez pas de protéines, vous gardez pas vos muscles, hein. Contrairement, il y a eu une période de mon apprentissage, diététique et tout, il y a des gens qui étaient, à mort sur les glucides pour le maintien musculaire. C'est-à-dire qu'ils voyaient tout sous l'angle des sucres et des glucides. Bon, ça a bien changé aujourd'hui parce que c'est un discours qui ne peut plus tenir avec tout ce qu'on sait sur les sucres, les glucides et tout, mais et d'ailleurs, vous avez vu que de plus en plus, ça y est, c'est ancré, même les féculents, ça y est, c'est ancré dans le discours, on va dire, presque populaire, que les féculents, c'est devenu entre guillemets «mauvais» pour le tour de taille et la santé, quoi. Attention, chez le sportif, c'est pas la même chose, hein. Le sportif qui fait beaucoup de sport, il peut se permettre un peu de féculents, mais celui qui a le mode de vie moderne, c'est-à-dire, canapé, siège de bureau, siège de bagnole, siège de métro et trottinette électrique, bon, est-ce que lui, il a besoin de féculents? J'ai un doute, mais bon, il y en a qui vous diront que si, hein, mais moi, je fais partie de la génération, il faut mériter ses glucides. Donc glucides, féculents et tout. Il faut mériter son carburant, quoi, en gros. Si on fait rien, ça sert à rien de faire le plein. Et bon, bref. Alors ça, c'était un article de Science Daily
que vous pouvez retrouver, pareil, vous avez le lien dans les notes, du podcast. Deuxième sujet, on va parler de la mémoire musculaire. Vous savez que la mémoire musculaire, c'est toujours quelque chose qui est, on en parle sans savoir de quoi on parle, en fait, puisque on sait aujourd'hui que la mémoire musculaire, ça existe puisqu'on voit bien dans le réel que quand on débute la musculation, le muscle vient moins vite que quand on reprend la musculation après une période d'arrêt. Le muscle revient, je dis, hein, c'est revient vite, c'est pas la même chose que le muscle vient vite, hein, et donc c'est dû à cette fameuse mémoire. Donc régulièrement, je vous donne des petites informations dès qu'il y a des études ou quoi qui sortent, je vous en ai déjà donné, mais là, on voit que c'est une nouvelle de Journal of Physiology, donc bonne nouvelle pour les sportifs qui s'inquiètent de perdre leurs muscles pendant une pause. Les muscles gardent en mémoire les entraînements passés, même après plusieurs semaines sans effort. Donc là, ils disent pas plusieurs années, hein, c'est plusieurs semaines. C'est ce que démontre une étude finlandaise, donc voilà, qui a été publiée dans Journal of Physiology. Donc pendant cette recherche, les adultes ont suivi 10 semaines de musculation, puis une pause de 10 semaines, avant de reprendre 10 nouvelles semaines d'exercice. En analysant plus de 3000 protéines musculaires avec des outils de pointe, les scientifiques ont découvert que certaines protéines retrouvent rapidement leur activité après la reprise de l'entraînement. Les muscles conservent une trace des efforts passés au niveau des protéines pendant au moins 2 mois et demi. Certaines protéines, notamment celles liées au métabolisme aérobie ou au calcium, comme la calpaïne 2, restent modifiées même après un arrêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des modifications structurelles dans l'organisme physiologique qui même après une période d'arrêt, c'est bon, c'est fait, c'est changé, un peu comme une cicatrice quoi, à quelque chose d'indélébile. Donc tant mieux, puisque c'est souvent des choses positives. Donc résultat, le retour à l'exercice est plus rapide et plus efficace, même après une pause. Cette découverte renforce l'idée que le corps se souvient de l'effort et qu'un break ne signifie pas repartir de zéro. Alors moi, je vous donne un petit hack que je vous donne dans mon bouquin d'ailleurs. Il me semble, je sais plus si j'en parle, mais euh, quand vous partez en vacances ou que, enfin voilà, dites-vous que par exemple, si vous étiez sur une phase de progression au développé couché, au squat ou autre, eh bien, ne reprenez pas votre progression là où vous l'avez laissée. Faites une soustraction du temps de vos vacances. Donc, par exemple, vous partez 15 jours en vacances, eh ben, vous enlevez 15 jours de progression, donc vous revenez 15 jours en arrière sur votre progression. Ce qui vous permettra au retour de vos vacances de redémarrer avec des charges acceptables et ne pas être complètement dans les choux sur les charges. Parce que même au bout de 15 jours, vous allez voir, votre force, elle dégringole assez vite. Ça revient très vite, mais ça dégringole assez vite. Et pour pas être anxieux de reprendre et tout, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, je vous conseille de déduire les semaines de vacances de vos semaines de progression pour repartir d'une manière plus fluide. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, si je prends 6 mois de vacances, bah, j'ai envie de vous dire, en 6 mois, j'espère que vous vous entraînez. Déjà, quand ça dépasse le mois, jusqu'à 4 semaines sans s'entraîner, alors déjà, vous allez voir, vous allez payer la facture, hein. 1 mois sans entraînement, vous allez voir que vous allez payer la facture un peu dans le miroir et surtout au retour à l'entraînement. Mais c'est encore acceptable, quoi, j'ai envie de dire. Mais au-delà d'un mois, comment on justifie de plus s'entraîner? Et je parle pas de blessure, hein, mais comment on justifie de pas s'entraîner au-delà d'un mois? Me sortez pas, le gosse, le boulot, je sais pas quoi, hein. Je parle quelque chose de recevable, pas quelque chose que les gens enfin moi, autour de moi, j'ai plein de gens qui s'entraînent, avec les contraintes de la vie de tous les jours, sauf évidemment maladie, blessure, voilà. Ceux qui n'arrivent pas à s'entraîner, par exemple, quand il y a un enfant qui arrive ou qu'ils ont un métier qui leur prend plus de temps, j'ai remarqué, ce sont des gens qui n'ont pas de flexibilité, sur les méthodes d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils sont très rigides, c'est entraînement de musculation en salle, en split ou rien. C'est un petit peu ceux qui n'ont rien fait pendant le Covid aussi, qui ont même pas fait du poids de corps et tout parce que ils se disaient: «Non mais non, c'est pas possible, moi, ça marche pas quoi». Pas de flexibilité en fait sur les méthodes d'entraînement. Si vous avez une bonne flexibilité,
Allez voir d'ailleurs mon compte Instagram, si vous voulez des séances qui durent 20-25 minutes. Je vous en ai mis là, pec, cuisses et tout, mais il y en aura d'autres et puis je vais vous en faire plein là, dans pas longtemps, vous allez voir. Et ben, vous allez, si vous avez cette flexibilité, il y a plus de problème, vous allez réussir à vous entraîner. Souvent, ce sont des gens qui ont besoin d'être rassurés aussi, sur le fait que ces méthodes d'entraînement fonctionnent. Alors tout de suite, je vous le dis, ça fonctionne. C'est bon, vous pouvez y aller, foncez, ça fonctionne. Si vous êtes intense pendant 20-25 minutes, ça fonctionne. Il y a pas de problème. Alors vous allez me dire: «Ça fonctionne pourquoi?» Pour plein de choses. Vous brûlez des calories, vous vous mettez en mouvement, si la stimulation musculaire est suffisante, vous pouvez maintenir du muscle, vous pouvez même en gagner, si vous vous entraînez, correctement et voilà. Après, est-ce qu'il faut faire ça toute sa vie? Non. Mais est-ce que c'est mieux que rien? Oui. Est-ce que c'est beaucoup mieux que rien? Oui, beaucoup. Je vous garantis que ça peut vraiment faire la différence, quoi. Donc la clé, si, vous n'arrivez pas à vous reprendre par rapport à des durées de non-entraînement trop longues, essayez de travailler plus sur la flexibilité mentale liée aux façons dont vous entraînez. D'avoir en fait une boîte à outils plus large et j'en parle encore une fois dans le bouquin, j'en parle sur mon site largement dans toutes les méthodes d'entraînement que je propose. Moi, c'est comme ça pour moi, que la passion reste. C'est d'avoir des tas de méthodes d'entraînement possibles. C'est-à-dire d'ouvrir cette fameuse boîte à outils. Je crois le premier à avoir parlé de boîte à outils que j'ai entendu, c'est, Stephen King dans un de ses bouquins, sur l'écriture, où il parle d'avoir, une boîte à outils bien remplie pour pouvoir faire face à toutes les difficultés. C'est ça en fait. En muscu, c'est exactement la même chose. D'avoir une boîte à outils avec le plus d'outils possible pour faire face à toutes les difficultés. Je crois même que Gundil en avait parlé, peut-être pas forcément dans ces termes-là, mais il avait à un moment parlé de boîte à outils aussi. Et moi, c'est ça, c'est que je rejoins cette pensée-là. Et il faut avoir une boîte à outils avec le maximum d'outils possibles, que ce soit aussi bien au niveau diététique qu'entraînement. Et beaucoup de gens, en fait, ils ont peu d'outils. Ils veulent, essayer de tout faire avec, pour, schématiser, avec de la musculation en split et une diète, où on compte ses calories et puis on a, protéines, glucides, lipides à tous les repas. Ils veulent tout faire avec ça et dès qu'on leur parle de jeûne, ils ont les yeux qui roulent vers le haut. Dès qu'on leur parle de couper les glucides, ils ont les yeux qui roulent vers le haut. Dès qu'on leur parle de faire autre chose que du split, ils disent: «Ça marche pas» et cette rigidité mentale fait qu'on a bien vu le Covid quand c'est arrivé, bah, ils ont été hyper impactés de ça. Parce qu'ils pouvaient plus alors forcément ceux qui avaient le home gym, non, mais ceux qui l'avaient pas, bah, ils s'entraînaient plus du coup. Et vous avez vu que même pendant le Covid, hem, des personnes qui ne croyaient pas forcément au poids de corps, certains ont été obligés de s'y mettre quoi, aux séries longues et tout quoi. Bref, ça a été dur à admettre parfois, mais il a fallu en faire quoi. Et ça a peut-être réconcilié beaucoup de personnes dans la muscu d'ailleurs cette période-là. Bref, on dit souvent que je digresse, mais visiblement vous aimez ça vu les retours que vous m'en faites. Low carb sans privation, le hack métabolique anti-jeûne. Donc une nouvelle étude britannique remet en question le jeûne intermittent en proposant une alternative plus simple, réduire les glucides sans couper drastiquement les calories. Donc ça a été mené par l'université du Surrey. La recherche a testé 3 régimes sur des adultes en surpoids, un régime classique, un régime pauvre en glucides mais équilibré, un régime pauvre en glucides avec restriction calorique importante. Donc équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire équilibré par rapport aux besoins énergétiques, pas aux besoins, physiologiques, hein. Physiologiques, c'est-à-dire en micronutriments et tout, hein. Donc c'est juste, adapté aux besoins, caloriques. Donc même sans réduire les calories, un régime pauvre en glucides améliore les marqueurs métaboliques, tout comme le fait le jeûne. Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris, même sans réduire les calories, un régime pauvre en glucides améliore les marqueurs métaboliques, tout comme le fait le jeûne. Ce qui veut dire que, pour schématiser, le jeûne intermittent, quand les gens font un jeûne, ils vont, pas manger le matin ou pas manger en fin de journée pour rester, 16 heures sans manger et puis manger sur une fenêtre de 8 heures. Et ce qui est vrai, il y a des effets durant ces 16 heures de jeûne, qui sont
qui améliore ce qu'on appelle aussi, encore une fois, le mot flexibilité, je vais le réinduire ici, mais ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, c'est-à-dire d'être capable de switcher entre les réserves de graisse, les cétones, les glucides quand on mange, enfin bon bref, toutes les sources d'énergie possibles et imaginables. Et ça a des effets métaboliques plutôt positifs. Et bien là, sans avoir besoin de sauter le petit déjeuner ou le repas du soir, juste le fait de réduire les glucides, on va aussi profiter d'une amélioration des marqueurs métaboliques. Donc les participants ont mieux métabolisé les graisses après un repas riche, avec une baisse des triglycérides dans le sang, un facteur de risque de maladie cardiaque. Ce qui est marrant, c'est qu'on réduit les glucides et il y a une baisse des triglycérides dans le sang. Et ça, il y en a beaucoup pour qui c'est pas recevable, ils n'arrivent pas à l'entendre. Ils entendent pas que les glucides, quand on joue avec les glucides, ça va jouer sur les triglycérides dans le sang. Il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à percevoir. Bon, je vais pas m'étendre ici, sur le sujet, mais ça s'explique très facilement, hein. Si vous comprenez, les mécanismes au niveau du foie notamment, vous avez compris, beaucoup de choses, quoi. Autre point clé, bien que les jours à faible teneur en glucides aient provoqué plus de sensations de faim, les participants n'ont pas mangé plus par la suite, ce qui suggère une adaptation possible à long terme. Donc c'est plutôt positif parce que même si vous avez plus de sensations de faim, mais que vous passez moins à l'acte, bah, tant mieux. Qu'est-ce qui fait passer à l'acte d'ailleurs, hein? Certainement la dopamine. Cette méthode jugée plus accessible et durable pourrait ainsi aider à prévenir le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'obésité sans passer par la privation sévère. Alors moi, je suis pas totalement d'accord avec leurs conclusions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens pour qui le jeûne intermittent est moins difficile à suivre qu'une diète pauvre en glucides. Et il y a des gens pour qui la diète pauvre en glucides est beaucoup plus simple à suivre. Il y a des gens qui sont habitués à manger matin, midi et soir et qui n'ont pas envie de sauter un de ces repas. Moi, je connais des gens autour de moi pour qui le petit déjeuner, c'est beaucoup plus sacré que leur dîner, par exemple. Et ils se verraient pas réduire, du jour au lendemain, arrêter de prendre un petit déjeuner. Ma compagne, par exemple, je pense que depuis que je la connais, elle a jamais sauté, enfin si, elle en a déjà sauté un. Quand on a bien mangé la veille au soir, on s'est fait un bon gueuleton, un resto, enfin un truc un peu copieux quoi, ou le jour de Noël ou quoi. Le lendemain matin, on n'a pas forcément envie de prendre un petit déjeuner et elle l'a déjà sauté. Mais sinon, c'est un repas, qui est hyper important pour elle. Moi, je m'en fiche, moi, en fait, je vais pas dire que je suis un robot parce que je suis gourmand, mais s'il faut le sauter, je le saute, s'il faut le manger, je le mange. Moi, je suis tellement à l'écoute de mon corps et tout ça que je sais ce qu'il me faut et à quel moment, quoi. Mais bon, il y a des gens, voilà, ils ont pas envie de sauter et ça va être plus facile pour eux de réduire les glucides et d'être en low carb. Sans se priver, sans sauter un repas. Et d'autres, ils vont avoir envie de sauter un repas. Donc l'avantage, c'est que eux, ils disent que c'est mieux parce qu'ils perçoivent le jeûne comme de la privation. Il y a d'autres personnes qui vont percevoir le low carb comme de la privation et le jeûne comme quelque chose de plus facile. Et c'est pour ça, en fonction de là où on regarde, on voit pas la même difficulté, quoi. Et moi, je trouve que c'est rassurant parce qu'on a des pistes qui montrent que dans tous les cas, de toute façon, c'est la modération qui, heu, qui revient toujours, sur le devant, quoi. Puisque, c'est la modération ou des glucides sur la journée ou, de l'alimentation sur 24 heures. Mais il y a toujours une modération, voire une restriction, en fait, hein. Je sais qu'aujourd'hui les mots restriction, privation, régime, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Injonction aussi, enfin tous ces trucs-là là de la pensée moderne et tout, ce qui ne fait pas, baisser le surpoids, hein. Je vous le dis, les chiffres ont plutôt tendance à continuer à monter, donc on est plutôt sur des tendances d'échec, sur ces méthodes-là et d'ailleurs, j'ai, beaucoup de retours parce que j'ai accès, comme je vous le dis souvent dans les podcasts, à pas mal de nutritionnistes, diététiciens, en cabinet et tout. Enfin qui exerce, avec beaucoup de patients et toute la méthode un peu bienveillante moderne là, avec, toute l'acceptation et tout, les scores ne sont pas terribles, terribles et en plus de ça, les patients râlent un peu. Parce que quand ils arrivent et qu'on leur dit: «Il faut accepter, c'est comme ça», et puis, bon, c'est pas que ça l'acte, hein. Là, c'était, donc l'acceptance and connivence thérapie, je crois, c'est ça?
concomitance thérapie, je sais plus. Bon bref, ACT, je suis pas psy, hein. Eh bien, il y a de tout, quoi. Alors il y a des gens pour qui, ils s'acceptent comme ça et c'est très bien, mais il y en a d'autres, ceux qui veulent maigrir et qui veulent un régime, sont un peu frustrés, quoi. Donc encore une fois et d'ailleurs la flexibilité mentale, ça vient de ACT et ceux qui savent pas de quoi je parle quand je parle de ACT, allez à la source, allez voir Steven C. Hayes, heu, qui a initié, ce courant de thérapie, je sais plus il y a quoi. Les études sont assez récentes, mais lui son travail c'est fin 90, fin des années 90 il me semble. C'est une branche des TCC, quoi. Mais bon, c'est pas quelque chose, qui va intéresser grand monde, sauf ceux qui sont, psy et qui connaissent pas ça. Mais je pense que si vous êtes psy aujourd'hui, vous savez que c'est ce qui fonctionne, le mieux pour beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce qui est le plus étudié, dans beaucoup de domaines. Donc certes, il y a des gens qui vont très bien y répondre, mais il y a des gens qui vont pas y répondre parce que c'est pas psychologique, en fait. C'est juste des habitudes mauvaises. Et ils ont pas de problème psy. C'est-à-dire que eux, qu'on les frustre ou qu'on les frustre pas, ça va pas changer leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont pas développer de problèmes. Et ça, il y en a beaucoup qui le comprennent pas. C'est-à-dire que ils pensent que si on réduit dans un régime un nutriment ou juste qu'on met une personne au régime, obligatoirement, elle va développer un TCA, un trouble du comportement alimentaire. En fait, parce qu'il y a des gens qui ont développé des TCA, ils partent du principe que tout le monde va en développer. Donc en fait, ils extrapolent à tout le monde. En fait, ce qu'ils reprochent à beaucoup de faire des généralités, eux le font dès qu'il s'agit de régime. Or, il y a des tas de gens. Moi, je n'ai pas développé de TCA et j'ai fait un régime. Je connais des tas de gens autour de moi qui ont fait des régimes pour perdre du poids, qui n'ont pas développé de TCA. Et ils n'avaient pas de faiblesse psychologique par rapport à ça. Ils en avaient peut-être sur d'autres sujets, des faiblesses psychologiques, un manque de flexibilité, etc. Mais sur ça précisément, ils n'avaient pas de problème. Il fallait se mettre au régime, ils se sont mis au régime, ils ont serré la vis, ils ont perdu leur poids, puis après ils ont réintégré ce qu'il fallait dans les doses recommandées par rapport à leur situation, et ils sont restés minces. Ok, enfin à leur poids de forme. Mais il y a des gens chez qui ça marche pas, parce que en fait ils ont une relation émotionnelle avec la diététique. Donc, ils mangent pas, des glucides parce que physiologiquement ils en ont besoin. Sauf si on part du principe que la sérotonine c'est physiologique, et ce qui est pas faux d'ailleurs. Mais ils en mangent parce que justement ils ont besoin de faire monter leur sérotonine. Parce qu'ils sont légèrement, dans un état dépressif ou déprimé. Donc ils vont être ultra attirés par les glucides. D'autres, ça va être autre chose, le sel, ou le gras ou j'en sais rien, mais ils vont avoir des comportements enfin ça va être des comportements alimentaires dictés par l'émotion et pas par la raison, quoi. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que chez ces gens-là, les mettre au régime, alors attention, on a tous des émotions quand on mange. Moi, quand je vais me faire, un chocolat de Pâques, bah, je vais avoir des émotions positives. Parce que si on n'avait pas d'émotions, ni positives ni négatives, on mangerait tous des brocolis, du poisson maigre, et cetera, et un peu de poisson gras, et enfin, on mangerait méditerranéen, H24, 0 problème, pas besoin de manger du chocolat noir, pas de vin rouge, enfin voilà. Tous les tous les plaisirs de la vie alimentaire qui sont à peu près sains encore, hein, ceux que je cite, café, vin rouge, chocolat, les fruits, les choses comme ça, eh bien, on n'en aurait pas besoin puisqu'on n'aurait pas d'émotions positives ou négatives en mangeant. Donc aucun intérêt, on mangerait juste pour se nourrir. Donc les gens qui disent: «Moi je mange pas sous les émotions», faux, faux. Enfin, moi montrez-moi ce qu'ils mangent sur une semaine, je vais reflairer direct ce qui peut susciter des émotions positives, je vais lui enlever, on en reparle dans une semaine, comment il se sent. On mange tous, il y a toujours des émotions qui passent. Or, il faut simplement, que ça soit pas, qu'il y ait pas de la souffrance et que ça soit pas pathologique, quoi. Et c'est tout. Puisque les émotions, moi, les gens qui me disent: «Je veux plus d'émotions», ça sert à rien. Ta vie, elle sert à rien si t'as pas d'émotions. On a du stress, de la joie, du stress, de la joie, c'est comme ça. Des émotions positives, des émotions négatives, c'est la vie. Et il y a des gens qui veulent, vivre ils veulent être sur du neutre, ce qui n'est pas possible encore une fois, ou du positif permanent, ce qui est encore moins possible. Puisque déjà du positif de temps en temps, c'est difficile, alors du positif permanent,
C'est mais bon, le développement personnel leur fait croire que c'est possible d'avoir du positif permanent. C'est Moi, je suis plus sur la ligne d'André Comte-Sponville. Absence de malheur égale bonheur. C'est-à-dire tous les moments où vous n'êtes pas malheureux, vous êtes heureux. En gros, pour schématiser. Le bonheur se cache dans tous les moments où on n'est pas malheureux. Donc là, aujourd'hui, je vis du bonheur et certainement vous aussi. Sauf si vous venez de vous faire larguer, que vous venez d'enterrer un proche, que vous venez d'apprendre une maladie sévère ou je sais pas, ou que vous venez de vous faire lourder, enfin, par votre patron, par exemple. Mais si c'est une journée banale comme toutes les autres, bah, vous êtes heureux, en fait, puisque vous n'êtes pas malheureux et quand on voit ça déjà, on se sent un peu mieux. Enfin, moi, personnellement, ça, c'est sur le genre de choses, moi, là, cette philosophie-là marche très bien sur moi. Peut-être qu'elle marche pas sur beaucoup de personnes, mais moi, chez moi, ça marche bien. Que de digressions. Marathon, le cerveau puise dans sa gaine. Ah oui, je voulais en parler ça, parce que, parce que c'est important. Une étude inédite révèle que courir un marathon pousse le cerveau à utiliser la myéline. Donc la myéline, c'est une matière grasse qui entoure les neurones comme source d'énergie. Donc la myéline, imaginez le système nerveux comme, un réseau électrique, comme un câble électrique et autour du câble électrique, vous avez une gaine. C'est parce que si vous chopez le fil de votre lampe de chevet à pleine main et qu'il y a pas de gaine, vous allez sauter au plafond et vous transformer en Sangoku. Mais, et pour que pas que ça n'arrive, eh bien, il y a une gaine. Et je suis bien placé pour le savoir parce que quand j'étais enfant, avec mon couteau suisse, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui se passe si je coupe, le fil de la lampe de chevet?» Mon couteau suisse a explosé. La lame a eu une arche, une explosion en forme d'arche dans la lame. C'est Voilà, j'ai fait peur à toute la famille et j'ai fait disjoncter la maison. Mais bon bref, j'avais un couteau suisse, j'étais content et j'avais envie de savoir comment m'en servir. Donc je reviens à ça, donc la gaine qu'il y a autour, c'est de l'isolant en fait, de l'isolant, électrique pour vous empêcher de prendre le jus et si vous n'avez plus cet isolant, bah, votre système nerveux, il va toucher à droite à gauche, vous allez avoir des grosses douleurs et c'est d'ailleurs, la maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, la CEP, c'est une maladie, auto-immune et le système immunitaire pardon, s'attaque à cette gaine de myéline. Eh ben, il y a une étude inédite qui révèle que courir un marathon pousse le cerveau à utiliser la myéline, donc à se cannibaliser, qui entoure les neurones, comme source d'énergie. Cette découverte surprenante menée par une équipe espagnole et publiée dans Nature Métabolisme montre que l'effort extrême sollicite bien plus que les muscles. Les chercheurs ont observé grâce à des IRM une baisse de la myéline dans 12 zones du cerveau 48 heures après un marathon. Ces régions sont liées à la coordination, aux émotions et à la perception sensorielle. 2 semaines plus tard, la myéline avait en partie récupéré 15 jours plus tard, hein, et elle était complètement restaurée au bout de 2 mois après un marathon. Donc pour protéger ta myéline pendant l'effort, mise sur les oméga 3, donc les poissons gras, les noix, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas eux. La choline, donc dans les œufs, le foie, mais tu as aussi des compléments alimentaires, hein, qui existent de choline. La vitamine B12 et D3, donc viande, soleil, poisson et les antioxydants, comme les fruits rouges, les légumes verts, le curcuma et tout ça. Alors ça, c'est pour essayer d'avoir une alimentation qui va te donner les matériaux, déjà au mieux pour récupérer dans les, en fait, tu peux pas te permettre de pas en consommer dans les 2 mois qui suivent ton marathon. S'il y a bien un moment où il faut que parce que ton cerveau, en fait, il a eu besoin de ça. Il a eu besoin d'aller cannibaliser ça, durant l'effort. Donc le cerveau utilise la myéline comme carburant de secours en cas de manque d'énergie, un phénomène jusqu'alors, observé seulement chez les rongeurs. Ce mécanisme pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour traiter des maladies, bon voilà, et les scientifiques insistent sur le fait que courir un marathon n'est pas dangereux pour le cerveau, bien au contraire, cela stimulerait même sa capacité à se régénérer. Mais bon, il faut savoir que durant les 2 mois qui suivent, il va y avoir une récupération, qui va se faire et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent: «Ah, une bonne nuit de sommeil, on peut repartir». Imagine ceux qui enchaînent des semaines de marathon, enfin, vous savez, les défis de l'extrême là, il faut faire attention quand même, hein. Heu, il faudra tôt ou tard récupérer de tout ça. C'est-à-dire que la vie, c'est pas on peut pas toute sa vie monter les escaliers. À un moment donné, il faut les redescendre et
la redescente, en fait, plus la montée est longue, plus la descente est longue. Et donc du coup, la récupération, c'est ça, quoi. Il va falloir à un moment donné induire de la récupération. Je sais pas quel est votre mode de vie, si vous courez beaucoup, si vous faites beaucoup de marathons. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, là d'ailleurs, il y a eu un marathon, donc certains ont peut-être fait le marathon qui m'écoutent. Bah, dites-vous une chose, c'est que vous avez bouffé de la myéline pour nourrir les neurones, et vous allez avoir besoin, durant les 2 mois qui vont venir là, de manger des oméga 3. Enfin, j'espère que vous en mangez déjà en temps normal, mais de manger du poisson gras, des noix, des œufs, du foie, de la viande, de vous exposer au soleil. Alors tant mieux, le soleil va arriver, des antioxydants, des fruits rouges, des légumes verts, du curcuma, et de vous dire que là, pendant les 2 mois qui arrivent, votre cerveau va être en régénération, en récupération. Donc n'allez pas vous retaper un marathon la semaine prochaine, quoi. Sauf si c'est un défi pour vous et tout, hein, mais enfin voilà, quoi, vous avez compris. Bon, j'en reviens à cette graisse du ventre, qui vient du stress. Si ça vous intéresse, vous aurez tout: la gestion du stress, le sommeil, l'alimentation, les activités sportives, la graisse abdominale, pourquoi l'homme moderne en est, plus pourvu que l'homme, d'avant, et cetera. Et puis, encore une fois, si vous avez envie de profiter de ce code, de 20% sur ma boutique de programmes et de conseils perso, c'est le code maillot de bain, tout attaché en majuscule, qui vous donnera 20% de réduc, voilà. Donc tout ceci étant dit, c'est linké dans les notes de cet épisode. Vous avez juste à aller faire un petit tour dans la description et on se retrouve de l'autre côté pour du concret. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc., c'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée, qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.